Bonsoir. Bonsoir. Merci beaucoup d'être là si nombreux pour cette rencontre. Merci beaucoup, Emmanuel Carrère, d'avoir accepté l'invitation de la Maison de la Poésie pour parler de ce livre, Kolkhoz. Assurément, l'un des livres, si ce n'est le livre marquant de cet automne littéraire, de cette rentrée littéraire 2025. Un livre où il est question de beaucoup de choses dont on va parler. Il est question de votre histoire familiale, il est question de l'histoire du XXe siècle, il est question de votre mère, qui est peut-être au centre du livre, au-delà de toutes ces histoires et de toutes les ramifications qu'il y a dans le livre. Vous écrivez à un moment donné dans Kolkhoz, espérer accéder à ce qui doit être la source de ce livre. Je vous cite donc: l'amour sans limite qui nous a unis, votre mère et vous, dans mon enfance. C'était l'objet d'une sorte de quête, c'était une sorte de fil rouge tout au long de l'écriture de ce livre. C'est un des fils rouges. Il y avait quand même pas mal de fils ou de fils de nombreuses couleurs à tresser. Oui, il y a... au fond, quand on fait le portrait de quelqu'un qui a été aussi important pour vous que votre mère et pour moi que la mienne, il s'est accumulé au fil de la vie toutes sortes de malentendus, de griefs, de rancunes, d'incompréhensions. On a tous notre lot. Mais au fond, oui, c'est comme si malgré tout, je voulais essayer de forer dans cette espèce de croûte et de toucher, d'atteindre cette espèce de source qui était c'est cet amour inconditionnel qu'éprouve un petit garçon pour sa mère. Et au fond, c'est comme si c'était, oui, ça c'est pas le point de départ du livre. Le point de départ du livre, d'une certaine manière, c'était sa mort. Et c'était la véritable, la grandeur de sa mort qui a été impressionnante, qui fait que le chagrin que j'ai éprouvé a été très... allégé par l'admiration, vraiment une grande admiration, et puis voilà, en déroulant cette vie, c'est comme si ça revenait à cette source-là, quoi, qui est aussi l'enfance, quoi, essayer de revenir à quelque chose de l'enfance dont je me semble que j'étais très éloigné, qu'elle a refait surface là-dedans. Vous parlez de ce moment qui ouvre le livre, ce moment de son décès, de ses obsèques, de cet hommage national qui lui est rendu. Vous avez écrit à ce moment-là, vous avez pris beaucoup de notes. C'est un des matériaux dont se compose le livre. Il y a aussi, le matériau est composite. Il y a aussi vos souvenirs, les archives qu'avait consigné et rangé, ordonné votre père. Il y a les reportages que vous avez effectués en Géorgie et vers l'Ukraine, à la fois pour l'Obs et pour la revue Cometa. Il y a toujours, comme souvent maintenant dans vos livres, ce caractère hétérogène des matériaux et ce moment où vous arrivez à les fondre dans un ouvrage qui, pour nous lecteurs, est d'une grande cohérence finalement. Il y a une opération qui n'est pas magique. C'est une construction qui prend du temps. Oui, alors ça, c'est une chose que j'aime. Hein, c'est que artisanalement, c'est quelque chose qui m'excite beaucoup de mettre... Il y a des auteurs que j'admire qui savent vraiment faire quelque chose qui est absolument à l'os. Enfin, il y a une colonne vertébrale et aucun gras autour. Je ne pense pas que je mette du gras, mais j'aime que se puissent se retrouver ensemble des choses qui, a priori, ne vont pas ensemble et que tout à coup, qu'il soit évident et qu'il coule de source, qui se retrouvent ensemble. Ça, j'ai une espèce de petite fierté artisanale à faire ça. Qui plus est, comme vous dites, là, il y avait un certain nombre de choses qui étaient sur la table, quoi, dont certaines existaient,
déjà, des matériaux qui ont été transformés mais existaient, notamment ces reportages faits et pour Cometa et pour l'Obs autour de la guerre en Ukraine, c'est en Géorgie et en Ukraine, et en Russie dans les premiers jours de la guerre. Tout ça, je savais que je voulais en faire quelque chose, et c'était sur la table. Ensuite, ça a été modifié, mais c'était là. C'est comme une table de montage, quoi, où on a tout... Il y avait cette espèce de journal que j'ai fait, tenu de l'agonie de ma mère. Ça peut paraître bizarre, hein, ça peut paraître un peu de faire ça. Pour citer un animal beaucoup plus grand que moi, on connaît l'histoire de Claude Monet, peignant sa femme Camille sur son lit de mort. Mais au fond, moi, j'avais pas du tout de scrupules, pas le moindre sentiment que c'était, je sais pas, qu'il y avait quelque chose d'indécent ou que c'était comme si j'exploitais. Non, je me disais que vraiment cette mort était belle et que j'en étais le témoin, qu'il m'appartenait de la raconter, qu'elle méritait d'être racontée, parce que elle ajoutait énormément à la grandeur de ma mère, qui n'était plus que cette espèce de statut du commandeur très institutionnel. Tout à coup, il y avait sa grandeur, son stoïcisme, sa tenue, tout ça, qui couronnait sa vie, quoi, qui vraiment. Donc je trouvais que c'était le travail d'un bon fils de prendre ses notes sur la mort de ma mère. Il y a tous ces souvenirs qui, eux, sont venus, alors là, progressivement, je dirais, c'était pas quelque chose de posé sur la table. Et puis, il y avait cette chose posée sur la table, en effet, mais que j'avais pas vu venir, qui était tous les dossiers de recherche généalogique de mon père. Je savais tout à fait que mon père s'adonnait à ces recherches généalogiques. C'était presque un sujet de plaisanterie dans la famille, comme s'il avait une espèce de marotte excentrique, et à la fois sympathique et pas très passionnante, quoi. Et en fait, il avait extraordinairement bien agencé, organisé ça. Presque chaque personnage faisait l'objet d'une espèce de monographie. Les photos ou les gravures étaient légendées. Bref, j'avais, pour raconter l'histoire de ma famille, un matériau que je n'aurais jamais pu, qui m'aurait fallu des années pour rassembler tout seul, quoi. C'est même avec l'aide d'Internet. Et qu'au fond, il m'a légué. Et ce qui fait qu'aussi, c'est aussi ce qui fait que d'une certaine façon, j'ai l'impression que mon père, il a beaucoup participé au livre, quoi, dont ma mère est l'héroïne. Enfin voilà, tous ces éléments, c'est comme qui se trouvaient comme sur une table de montage. Ensuite, il me revenait de les assembler, de les faire jouer ensemble, de les organiser. En fait, dans une temporalité qui est double, qui est à la fois les quelques 3 ans du début de la guerre en Ukraine, qui était le temps de la rédaction en gros, et puis il y a quelques centaines d'années que ça recouvre, puisque c'est 4 générations, que ça commence en 1920, que ça se termine en 2025. Et est-ce que le livre tel qu'il s'offre à lire dans sa construction, cette façon qu'il a d'être, non pas forcément cursif, mais plutôt de juxtaposer des parties assez courtes, de quelques pages éventuellement. Est-ce que c'est un reflet de ce travail de construction que vous faites à partir de ces différents matériaux ? Alors, je suis content parce que j'aime parler cuisine. Non, alors, il se trouve que j'ai eu beau quelquefois essayer de faire autrement, en réalité, je suis toujours fidèle à la chronologie. J'ai pas de théorie là-dessus, mais j'ai quelquefois essayé de faire des récits, je sais pas, en étoile ou purement associatif, où un truc mène à une autre. Moi, c'est une chose que je peux aimer comme lecteur, mais je n'ai jamais su faire ça. Il y a quelque chose qui ne m'est pas... je ne fonctionne pas comme ça. Et je crois qu'il y a quand même une force romanesque dans la chronologie, comme s'il y avait un effet cumulatif. Si vous voulez, les événements les uns après les autres, ça crée quelque chose qui fait qu'à l'arrivée, on se retourne et on dit... parce que moi, c'est l'effet que je souhaite le plus obtenir, c'est qu'on se retourne et qu'on dit « Ah ben voilà ce que j'ai lu ». Et qu'on se dit
on a fait du chemin quoi, depuis le début du livre. J'aime cet effet-là comme lecteur et j'essaye de le produire comme auteur. Et alors, il y a, comme je vous dis, il y a vraiment une double chronologie, et ce qui permet beaucoup de va-et-vient, c'est la chronologie de l'écriture du livre et celle de son récit sur le long terme, mais c'est vraiment une chronologie. Et ça, c'est une rampe, hein. C'est très agréable à suivre. Quand on écrit une chose, on sait en gros laquelle va venir ensuite, malgré tous les va-et-vient qu'on peut faire en plus. Et au fond, alors oui, ce que vous disiez aussi, c'est ce que vous observiez, ça me fait plaisir, c'est que en fait, c'est le 3e livre pour lequel j'utilise une espèce de petite technique que j'ai mise au point dans Yoga, qui est ces espèces de petits chapitres qui sont de longueur variable. Il y en a qui font 3 lignes, d'autres qui font 5 pages, pas tellement au-delà, qui sont à la fois sans alinéa, comme une espèce de petit bloc bien compact, avec un titre, que ça m'amuse de les titrer, et je trouve que c'est... Et c'est, au fond, ça participe, ou ça facilite ce travail de montage, parce que c'est comme... au fond, c'est quasiment comme les plans d'un film, quoi. Il doit y en avoir 220 ou 230, là. Ça ressemble, c'est un peu le nombre de plans d'un film moyen. C'est-à-dire, alors, il y en a certains qui sont comme des très longs plans séquences, d'autres qui sont des inserts, des trucs comme ça. Mais c'est pas une facilité, c'est un plaisir de narration. C'est vraiment un truc que je fais. C'est très ludique, ça m'amuse de faire ça. Et puis c'est des petites unités. Ça fait qu'on a une espèce de petite satisfaction à la fin de la journée ou des trucs comme ça quand on en a fait une, quoi. On se dit tiens, celle-là, elle est là. Elle changera peut-être un peu, mais elle est là. C'est un peu comme on construit un truc avec des Legos. Quand était paru le Royaume, vous aviez dans des entretiens, moi je me rappelle notamment que vous avez interviewé à cette époque-là, aussi parlé de cette volonté, je ne sais pas si on peut dire pédagogique, mais en tout cas cette volonté vraiment de transmettre et d'être suivi et de nous emporter quand même dans la lecture. Et j'ai ressenti quelque chose, pourtant le livre est assez différent dans son matériau et dans ce qu'il raconte, mais j'ai ressenti quelque chose de ça, notamment dans cette première partie très, très historique, où on peut s'égarer dans la généalogie, dans ces noms qui nous sont pas familiers, cette façon de nous prendre vraiment par la main, nous lecteurs, et de vouloir vraiment qu'on vous suive. Alors pareil, Nathalie, vous posez une question qui me fait plaisir parce que c'est aussi ma marotte, ma fierté, mon honneur professionnel, si je peux dire. Cette histoire de la pédagogie, c'est très important pour moi. Ce livre-là, il a ça en commun avec Limonov et Le Royaume, que c'est des livres qui brassent énormément d'informations, notamment historiques, que ce soit sur l'histoire de l'Union soviétique, de la Russie post-soviétique dans Limonov, toute l'histoire des débuts du christianisme dans Le Royaume, où là, toutes ces choses de l'histoire du XXe siècle, notamment soviétique, russe, géorgien, tout ça, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Il y avait un autre livre que j'avais fait comme ça, c'était le livre sur Dick. Et encore un, parce que là, il faut que je le dise. Je me suis aperçu de la joie que j'avais à faire ça, et même de la fierté que j'avais à faire ça, quand j'ai écrit le livre « D'autres vies que la mienne ». Parce que dans « D'autres vies que la mienne », les nécessités du récit m'ont amené, pour des raisons que je n'avais pas du tout prévues, mais à écrire un long développement, une 50aine de pages, sur le droit de la consommation. Le droit de la consommation, je n'y connaissais rien. 2, a priori, je n'avais pas d'appétit particulier à ce sujet et je ne peux pas postuler un tel appétit chez mon lecteur. Donc, j'ai travaillé comme un chien et avec l'aide du juge Étienne Rigal, qui est le protagoniste, pour
Et alors, je ne sais pas combien j'ai fait de versions de ces 40 ou 50 pages. Et vraiment, ça, je me présente devant Saint-Pierre. Qu'est-ce que j'ai à montrer que j'ai bien fait dans la vie? J'ai fait mes 50 pages sur le droit de la consommation parce qu'elles sont impeccables. On sait tout ce qu'on a à savoir là-dessus. C'est absolument compréhensible par les gens qui n'y connaissent rien et c'est très important dans le livre. Donc, voilà. En fait, j'ai pris vraiment goût à faire ça, là. Et je le fais... C'est vraiment du travail. J'aime aussi que le lecteur apprenne quelque chose en me lisant. Alors, on espère tous que les lecteurs apprennent quelque chose sur la vie, sur des choses, bien sûr. Mais là, il y a aussi de l'ordre de l'information historique, tout ça, parce que je suis toujours... ça passe un peu pour une vertu un peu subalterne, la pédagogie, mais moi j'aime et je suis fier de faire de la pédagogie dans les livres. Et là, il y en a beaucoup, hein. Il y a vraiment beaucoup d'informations et je fais tout pour qu'elles passent comme une lettre à la poste pour que le lecteur se perde pas, ouais, voilà. C'est une des choses que je préfère faire. Quand vous dites je fais tout, ça suppose sur le rythme, sur la phrase, sur la longueur des phrases, etc. Ça suppose quel genre de travail en fait? Quelque chose qui va vers l'épure, quelque chose. C'est quoi le sens de ce travail? C'est très. Il y a un truc, c'est que c'est faire rentrer le maximum d'informations nécessaires. Sans que le lecteur ait l'impression qu'on lui fait un cours, sans avoir jamais recours à des notes en bas de page ou des choses comme ça. Alors, c'est une question de... je ne sais pas bien comment on fait passer ça. Je sais que c'est vraiment techniquement très intéressant à faire. Moi, je veux, par exemple, que jamais on ait besoin d'aller chercher sur Wikipédia. C'est que tous les éléments nécessaires soient dans le livre. Et qu'ils soient absolument faciles à comprendre, tout ça. J'essaye, je fais, je refais, j'essaye de gagner en fluidité, j'essaye je ne sais pas exactement comment je fais, mais en tout cas, je fais. J'essaye. C'est vraiment une des choses que je m'efforce de faire. Vous le faites bien. Je ne sais pas comment vous le faites, mais vous le faites bien. Merci. C'est un compliment qui me touche. Ces livres que vous citiez à l'instant, Le Royaume, Limonov, Je suis vivant et vous êtes mort. Ils sont notamment ceux-là rassemblés dans un volume de la collection Quarto, le second volume de vos œuvres en quarto qui paraît actuellement, en même temps que Kolkhoz, qui est consacré à l'art du portrait. Vous faites une longue introduction, presque un petit essai sur l'art du portrait, et vous citez quelques auteurs en exergue, quelques artistes, et j'ai relevé celle-ci pour revenir vers Kolkhoz ensuite, celle-ci de Dubuffet, à propos du portrait. Il faut du général dans un portrait, beaucoup de général, très peu de particuliers, habituellement, mais trop de particuliers, toujours trop. Pourquoi vous avez choisi cette phrase et comment on peut faire le lien avec le portrait que vous faites de votre mère dans Kolkhoz? Ou est-ce qu'il n'y a pas de lien à faire? Je ne sais pas, je trouve qu'il y a une espèce de revendication, d'aspiration à quelque chose d'universel, de choses comme ça. Juste une seconde, tant qu'on en est né sur cette question des quelques petites citations que j'ai mises sur l'art du portrait, il y en a une que je ne peux pas manquer, c'est Pierre Bonnard était en train de peindre et il avait un copain peintre en bâtiment qui le regarde et qui dit « Je t'attends à la seconde couche ». Non, sinon, voilà, en fait, il y a 3 livres là que la biographie de Dick, le livre sur Limonov, le Royaume, qui est tout de même le portrait d'un portraitiste, qui est un évangéliste. Et je me suis dit qu'on pouvait rassembler ces 3 livres avec l'idée que c'était... Alors on pourrait dire des biographies, mais moi j'aime mieux l'idée que ça soit des portraits. Et bien sûr,
ça m'a amené à me poser cette question et à faire cette espèce de petit essai introductif sur l'art du portrait avec aussi une petite galerie de reproduction sur des grandes œuvres, des grands portraits, aussi bien dans la peinture que dans la photographie. Et disons que je me suis beaucoup interrogé au fil des livres, justement sur le rapport que le peintre ou le biographe a avec son modèle, parce que nécessairement il y a une espèce de contrat explicite ou implicite, mais il y a une sorte de contrat, et ce contrat peut être fait de confiance, de menaces, d'inquiétude, en tout cas, déjà ça raconte quelque chose, et par rapport à ces livres-là, c'est là en creux. C'est pas le cas dans le livre sur Dick, parce que tout simplement j'ai jamais connu Dick, j'ai écrit le livre après sa mort. Mais Limonov, je l'ai connu. Limonov avait d'ailleurs le contrat, si je peux dire, était très sain, parce qu'il était, en fait, ça lui plaisait d'être un personnage de roman, encore peu d'être un héros de roman, et au fond, il a jamais voulu. Le succès du livre l'a absolument comblé, et il n'a jamais voulu me dire ce qu'il en pensait, mais il me traitait toujours après comme si on avait braqué une banque ensemble. Il y avait quelque chose d'assez marrant. Et toute l'histoire du royaume, c'est quand même plusieurs portraits emboîtés, quoi. C'est le portrait à la fois de l'apôtre Paul, de l'évangéliste Luc, et puis de celui dont l'évangéliste Luc fait le portrait, c'est-à-dire l'homme dont on a fait le plus de portraits au monde. Je pense que personne n'a été autant portraituré que le Christ, dont personne ne peut savoir à quoi il ressemblait. On n'a pas la moindre idée. Je veux dire, il n'y a même pas il y a une espèce de type qui s'est imposé dans la peinture, d'un type un peu éthéré, avec une petite barbe, un truc comme ça. Mais rien ne nous permet de dire s'il était petit ou grand, laid ou beau, tout ça. Et pourtant, tout le monde... voilà, une très grande partie, je ne sais pas, 40 ou 50% de la peinture occidentale consiste à représenter le Christ. C'est hallucinant, quand même. Enfin bref, voilà. Toute cette question du portrait, c'est... Et donc, oui, là, j'ai fait un portrait de ma mère, j'ai fait un portrait un portrait de mon père en creux, tout ça, un peu en creux, puis de moins en moins en creux à mesure que le livre avançait. Et j'ai aimé faire ces portraits. Et là, vous dites, quelle était, du coup, avec votre mère, votre père, la nature de ce contrat dont vous parlez, le contrat du portrait là, il n'y en avait pas, parce que la vérité, c'est que... Enfin... c'est un peu paradoxal, parce que si je suis honnête, il est certain que ça n'aurait pas du tout plu à mes parents que je raconte des trucs que je raconte sur leur vie, sur eux, c'est certain. En même temps, je pense que j'ai fait d'eux des portraits qui globalement leur auraient plu. Parce que non seulement ils sont aimants, mais ils sont... je veux dire, ils leur donnent leur dimension, et j'essaye de... C'est très emphatique, mais j'essaye un tout petit peu de montrer leur âme, quoi. C'est ce qu'on essaye de faire quand on fait un portrait, hein. C'est de ça qu'il s'agit, malgré tout. C'est pourquoi, d'ailleurs, bizarrement, je me suis dit que je devrais éprouver de la culpabilité à avoir... Et en fait, pas du tout. Je suis très... à l'aise avec les fantômes de mes parents. J'ai pas l'impression de les avoir trahis. J'ai l'impression de les avoir vraiment montrés tels qu'ils... je sais pas, je sais pas, mais enfin quelque chose qui est positif, que je ressens comme positif, comme bien. C'est difficile de ne pas évoquer un roman russe en évoquant ce roman russe ou ce roman géorgien. Russo-géorgien. Russo-géorgien. Franco-russo-géorgien. Je crois que c'est l'universitaire Dominique Rabatek qui, dans Libération, parlait d'un livre à propos de Kolkhoz par rapport à un roman russe, d'un livre, je crois qu'il dit de correction, je n'arrive pas à retrouver la citation. Vous êtes d'accord avec cette idée d'un livre
De correction, de réparation. Si seulement je retrouvais la citation. Ah, voilà. Non, il dit un roman russe en plus apaisé, presque sa correction. Alors, sa correction, je ne sais pas, mais il est certain que ce livre qui s'appelait Un roman russe, dans lequel j'avais évoqué la figure de mon grand-père maternel, qui était un immigré géorgien, une figure assez sombre, et qui s'était fort mal intégré à la société française et qui a fini par travailler pour les Allemands pendant la guerre et qui a disparu à la Libération, très probablement exécuté sommairement, ce qui a été, au fond, presque l'événement central de la vie de ma mère, qui d'abord aimait infiniment son père, et ça a été une immense douleur. Mais c'est pas seulement une douleur, ça veut dire c'est une disparition, c'est pas seulement une douleur, c'est un fantôme. Et donc, je dirais que ce fantôme a été derrière toute l'extraordinaire réussite, son intégration extraordinaire à la société française, qui était exactement ce qui avait été refusé à son père, qui a vécu en paria. Bref, ma mère ne voulait absolument pas que j'évoque la figure de son père, à la fois parce qu'elle estimait que ça lui appartenait et pas à moi, qu'elle avait au fond très peur que l'évocation de sa collaboration et tout soit quelque chose qui rejaillisse sur elle et la couvre d'opprobre, ce qui était un peu délirant comme idée, et qui ne s'est évidemment pas produit. Mais donc voilà, j'ai fait quelque chose qui était une véritable transgression, quoi, en racontant ça. Mais en même temps, cette transgression, elle avait été faite, quoi. C'est-à-dire que il y avait quand même quelque chose qui a été purgé, quoi, si on peut dire. Au point d'ailleurs que ma mère et moi avons été quand même brouillés pendant bien 2 ans après et brouillés, ça veut dire ne se parlant pas. Et puis à un moment, les choses se sont remises en place sans explication, mais voilà. Et d'ailleurs, les années suivantes, les longues années suivantes, ont été très détendues avec. Et elle m'a à un moment, très bizarrement, entre deux portes, sans dit oui, finalement, je pense que tu as bien fait d'écrire ce livre. Et puis, fini, elle n'y est pas revenue. Mais au fond, voilà, tout ça avait été dit et redit. Donc, il n'y avait pas de... C'est drôle parce que dans les derniers jours de ma mère, je me suis demandé, parce que je la faisais beaucoup parler, elle parlait très, très volontiers, avec beaucoup de confiance, beaucoup même de gaieté parfois, dans la maison de soins palliatifs où elle se trouvait, où elle était d'assez bonne humeur, où je lui faisais raconter des choses, et j'ai eu un instant l'idée que, et si elle me dit, mais tout ça, je ne veux pas que tu l'écrives. Bon, Et puis, elle a absolument rien dit de tel, et j'ai l'impression qu'il y avait une espèce de allée. Tu peux... Est-ce qu'en écrivant sur eux, sur vos parents, et en embrassant à la fois vos souvenirs et ces éléments, ces archives et ces documents qu'avait rassemblés votre père, en écrivant sur eux et en mettant en forme leur vie, est-ce que vous avez appris des choses sur eux en écrivant ce livre ou en le préparant ? Alors, en réalité, surtout sur mon père. Parce que ma mère, elle a pris une place énorme dans ma vie. Elle prenait une place énorme où qu'elle soit. Et au fond, si, bien sûr, j'ai retrouvé des trucs de jeunesse, ne serait-ce que des photos, des choses comme ça. Il y a eu des choses qui me renvoyaient à la petite enfance, et à une petite enfance, somme toute, très heureuse, avec une mère qui était une jeune mère adorable, vraiment, très, très, très tendre, très joyeuse, très drôle. Et bien sûr, je l'avais vécu, je le savais, mais peut-être j'avais un peu oublié, ça a refait surface. Mais mon père était quand même une figure très... autant ma mère accrochait la lumière, autant mon père était, je pense, d'une certaine manière, recherchait l'ombre. Il n'avait pas le choix non plus. Mais au fond, j'ai l'impression que j'étais un peu passé à côté de lui, de son vivant. On ne peut pas dire que je sois passé à côté de ma mère. Je veux dire, on s'est boxé, on s'est aimé, mais bon.
Et au fond, c'est lui dont j'ai senti... Ça a été la surprise pour moi du livre, et l'heureuse surprise du livre, c'est la façon dont il est monté dedans, dont il s'est mis à avoir... au fond, tout en étant à sa place de prince consort, comme il disait lui-même, avec un humour qu'il avait et que n'avait pas ma mère du tout, il a pris forme pour moi dans le livre. Il y a quand même une espèce il est rentré dans une espèce de lumière dans le livre. Et ça a été pour moi, pour mes sœurs d'ailleurs, qui ont une grande joie, comme s'il était... voilà, il prenait sa place. Vous dites volontiers en entretien que c'est presque comme si c'était lui qui avait écrit le livre d'une certaine façon, ou que vous l'aviez écrit ensemble. C'est un petit peu exagéré, mais il est vrai que ces travaux généalogiques, la façon dont il a raconté, ou plutôt, disons, rassemblé tous les éléments pour raconter, mais en même temps, un peu raconter, hein, c'était toute cette histoire. J'ai parfois eu l'impression qu'il me guidait, et que ma mère était vraiment l'héroïne du livre, et lui une espèce de ghostwriter, comme on dit, avec moi. Et de temps en temps, dans ces espèces de récits généalogiques, il se désigne lui-même comme l'auteur de ces lignes. L'auteur de ces lignes, parce qu'il ne disait pas « je », pas plus que ma mère. Et au fond, il y a des moments où je me disais, bah oui, au fond, l'auteur de ces lignes, c'est lui. Alors c'est un peu sollicité, mais j'aimais bien cette idée. Est-ce que c'est un livre, enfin, on comprend bien que effectivement c'est la mort de votre mère puis de votre père qui a créé les circonstances de l'écriture de ce livre. Mais est-ce que effectivement c'est aussi vos moyens d'écrivain qui étaient arrivés, enfin qui coïncidaient avec l'ampleur du projet que vous vous étiez fixé à ce moment-là? Est-ce que c'est un livre que vous auriez pu écrire il y a 20 ans, il y a 30 ans? Oh, je pense pas. C'est une raison supplémentaire de préférer que mes parents soient morts récemment qu'il y a longtemps. Non, mais oui, non, voilà, il y a des trucs qu'on écrit à un certain âge qu'on n'aurait pas écrit auparavant. Là, au fond, tout de même, j'entre dans la vieillesse. C'est quand même le moment où on regarde sa vie, où au fond on est peut-être plus... Il y a une chose dont je parle, c'est au fond il me semble qu'on peut envisager la vie comme s'il y avait des abscisses et ordonnées, il y a une espèce de dimension horizontale de la vie qui est celle de ce qui est contemporain, de ce qui est et aussi des rapports qu'on a avec ses contemporains, c'est-à-dire ses amours, ses amitiés, les rapports qu'on a avec les gens avec qui on fait la traversée, qui sont de votre génération, tout ça. Et puis la dimension verticale, qui est celle, je dirais, de l'histoire, et qui est celle des rapports entre les générations. Et donc des rapports entre les parents et les enfants, entre vos parents, les rapports que vous avez avec vos parents, avec vos enfants, tout ça. Et je dirais que cette dimension-là, je pense que d'ailleurs les grandes œuvres, c'est celles où il y a les deux à la fois, quoi. Guerre et paix, c'est comme ça. Je vois que l'intérêt pour cette dimension verticale a beaucoup grandi pour moi au fil des dernières années, ce qui, encore une fois, en termes d'âge, est assez normal. C'est une évolution très, très classique, mais donc... oui, je pense que voilà, j'étais plutôt dans l'âge pour écrire un truc comme ça. Vous citez Guerre et paix, vous citez d'autres ouvrages dans le livre, et surtout vous citez Marguerite Yourcenar. Je ne sais pas si vous l'aviez déjà cité ailleurs. Je l'ai cité dans Le Royaume à propos en citant les carnets des mémoires d'Adrien. Personnellement, moi, ça ne me passionne pas les mémoires d'Adrien, mais ces carnets sont extraordinaires, et j'aime beaucoup les
3 derniers livres de Marguerite Yourcenar qui sont des livres qu'elle a consacrés à sa famille, maternelle, paternelle, tout ça. Et alors elle remonte très loin. Elle remonte à la préhistoire, quoi. Et c'est des livres que je trouve magnifiques dans leur ampleur, leur hauteur de vue, leur style aussi. Je les conseille beaucoup à ceux qui les connaissent pas. Archives du Nord et Souvenirs pieux. Et le 3e, mais il est inachevé. Quoi. Et ces lectures, elles vous ont accompagné pendant que vous écriviez, ou vous vous en êtes plutôt éloigné pour... Non, c'est des livres que j'avais lus. Et puis, non, les Yourcenar, je les ai un peu relus en me disant, voilà, je suis engagé un peu dans le même type de trucs, même avec une visée, des moyens très différents. Mais c'est des livres que je trouvais très stimulant, quoi. Je vous dis encore une fois, par cette espèce de ce que je peux appeler la hauteur de vue, quoi. Elle a une espèce de vision historique large que je trouve vraiment admirable. Et vous-même, comment vous avez choisi les bornes chronologiques? Vous auriez pu essayer ou de remonter plus en amont dans la généalogie. Grosso modo, c'est 100 ans, le XXe siècle, un peu avant, hein, ça commence quand même plutôt fin 19e. 4 générations, ça me paraissait un maximum. Et d'ailleurs, plusieurs personnes vraiment de mon entourage que j'aime et à qui je fais confiance me disaient, tu sais, tu pourrais peut-être t'en tenir à 3, quoi. La première génération de tous ces Géorgiens, trucs comme ça, on s'y perd un petit peu. J'ai tout fait pour qu'on s'y perde pas, mais malgré tout, il y a une espèce de brouillard généalogique qui fait que on se les rappellera. À un moment, je le dis, c'est pas indispensable que vous vous les rappeliez, mais c'est bien qu'on vous ait parlé d'eux. Et en plus, j'ai l'impression que précisément pour cette espèce d'effet de regard en arrière, d'effet rétrospectif quand on arrive à la fin du livre, c'est bien d'avoir eu ça au début. C'est bien d'avoir commencé. Mais disons, en réalité, ça commence en 1921, quand la toute jeune Union soviétique met la main sur la Géorgie et que les grands-parents géorgiens de ma mère quittent leur pays pour émigrer en France. À quel moment vous avez choisi le titre Kolkhoze? Peut-être si jamais quelqu'un n'avait pas lu le livre, je ne suis pas sûre, mais peut-être rappeler ce que c'était que faire Kolkhoze dans votre famille. C'est quand on était tout petit, vraiment des tout petits enfants, hein, enfin pas des bébés, mais des petits enfants, mes sœurs et moi, quand notre père s'absentait, on avait le droit de tirer nos matelas, des coussins, un truc comme ça autour du lit de notre mère, et cette espèce de dortoir, c'est elle qui avait appelé ça faire kolkhoze, parce qu'évidemment le mot de kolkhoze qui par ailleurs qui renvoie aussi à l'histoire soviétique, quoi, puisque c'est le genre de truc que ma mère utilisait dans les jeux avec les enfants, quoi. On appelait ça kolkhoze. Non, le titre, il est venu tard. Et il est venu tard, et je suis drôlement content qu'il soit venu, parce que les titres que j'avais auparavant, ils étaient je les dirais même pas, mais ils étaient pas bien, quoi. Ils étaient pas bien. Alors que celui-là, pour moi, du moment, à l'instant où il est arrivé, je savais que c'était le titre. Là, ça, c'est un truc ça trompe pas, quoi. On le sait. C'est un livre dans lequel vous faites kolkhoze, vous convoquez les vôtres, les gens qui vous sont chers, et essentiellement, enfin, non seulement les générations avant vous, mais aussi c'est comme si vous preniez soin de mentionner aussi la génération ou les générations après vous, pour que vraiment tout le monde y soit. C'est délicat d'avoir vu ça. Oui, tout le monde, les petits-enfants, tout ça sont mentionnés aussi. Je parle pas d'eux, pas seulement parce que j'aurais pas la place et que c'est pas le sujet, mais parce que je pense bizarrement qu'on peut raconter ce qu'on veut à la limite sur ses parents, mais pas sur ses enfants. Qu'on peut pas faire quelque chose qui, si peu que ce soit, pèse sur leur vie, quoi, une représentation de leur vie, de leur personne, tout ça. Ça me paraîtrait quelque chose bizarre. Enfin, bizarrement, pour moi, c'est un truc tabou. Donc, les enfants et petits-enfants, ils sont là juste... Voilà, mais j'ai tenu à ce qu'ils figurent tous. Il y a un côté photo de famille, ça c'est vrai, mais qui me fait plaisir.
donc, on l'a compris, un récit familial. C'est aussi le récit qui dresse le constat d'une sorte de rupture, de désamour avec la culture russe que vous avez longtemps eu en partage, l'amour de la Russie et de la culture russe avec votre mère. Il fallait que ce soit aussi dans ce livre, cette désaffection, je ne sais pas quel mot employer. Enfin, disons qu'il y a quelque chose qui vacille dans l'amour pour la Russie dans lequel j'ai grandi et qui m'a accompagné toute ma vie. Alors ça ne veut pas dire que je me mette à ne plus aimer la grande littérature russe, tout ça, mais il y a quelque chose dans je lisais dans une conférence qu'a donnée le grand slavisant Georges Niva, et Niva, il dit un truc que j'ai trouvé très juste. Il dit pour la Russie, le pathétique prime toujours sur la vérité. Et il y a quelque chose que je trouve fort là-dedans. Et que, oui, disons, il y a toutes sortes d'éléments d'une sorte de russitude qui est ce goût du pathétique, des vertiges, des extrêmes, une espèce de la sentimentalité, l'ivresse, tout ça qui au fond a toujours été affecté pour moi d'un signe positif et qui passe un peu du côté du négatif, c'est vrai. Mais parce qu'aussi, encore une fois, le visage que montre la Russie aujourd'hui, dont on ne peut pas dire que ça concerne toute la Russie, en plus on ne sait rien, mais c'est comme si cette espèce dans cette espèce de grand conflit qui jalonne l'histoire de la Russie entre occidentalistes et slavophiles, entre ceux qui veulent être du côté de l'Europe, des Lumières, tout ça, et ceux qui veulent être du côté de la mystique orthodoxe, de tout ça. Là, tout de suite, le mouvement slavophile, qui a souvent pris des formes pas très ragoûtantes, y compris chez Dostoïevski, prend dans la Russie de Poutine un visage effrayant, oui. Vous allez continuer à aller en Géorgie, à explorer ce pays que vous avez mis du temps à oui, il faut juste dire, ma mère était pour moitié géorgienne, je suis donc pour un quart géorgien, et en fait essentiellement influencé par elle qui n'avait aucun intérêt pour la Géorgie, qui avait totalement choisi la Russie. J'ai attendu l'âge de 64 ans pour me rendre pour la première fois en Géorgie. Et en plus, à un moment où ma cousine en était devenue la présidente de la République. À vrai dire, la malheureuse Géorgie, ils sont extraordinairement mal barrés, tout de suite. C'est terrible, ce qui se passe dans ce pays qui est en train d'être totalement russisé, mais de l'intérieur. Il n'y a même pas besoin. Ils ne vont pas envahir la Géorgie comme ils ont envahi l'Ukraine. Il y a des chars à 100 km de Tbilissi, mais il n'y a aucune raison qui rentre. C'est entièrement le gouvernement. Tout ça est totalement noyauté par un parti pro-russe, tout ça qui en gros dit qui tient il y a eu une opposition courageuse mais qui clairement a perdu la partie et en plus les Géorgiens, c'est quand même un petit pays arrimé au flanc de la Russie. Ça sera toujours un petit pays arrimé au flanc de la Russie. Personne viendra à leur secours même s'ils appellent au secours. Donc bien sûr que j'ai envie de retourner en Géorgie, qui est un pays que je me suis pris à aimer, qui est profondément aimable, mais c'est très très triste ce qui s'y passe. Et je ne vois pas très bien quel retournement paraît possible. Mais vous avez noué quelque chose de relation avec ce pays. Oui, je m'y suis fait puis c'est vraiment un pays très, très séduisant, très attachant, c'est bon. Mais je suis très pessimiste sur ce pauvre pays. Mais est-ce que c'est ce lien que vous avez noué avec ce pays tient au reportage que vous y avez effectué, aux visites, ou bien aussi à l'écriture de Kolkhoze ?
Disons que j'y ai fait un reportage pour Cometa, ce qui a été l'occasion d'y aller. Mais au fond, maintenant, oui, peut-être que je retournerai faire un reportage, mais c'est quand même déprimant, quoi, tout de suite, puisqu'en fait, on voit assez bien ce qui se passe. Mais effectivement, ce avec quoi j'ai renoué, c'est avec ces ancêtres géorgiens que je connaissais pas et qui, somme toute, étaient... C'est marrant parce qu'entre les Russes, qui étaient quand même plutôt du côté de la famille, qui étaient plutôt des aristocrates, et les Géorgiens qui appartenaient à une espèce de petite bourgeoisie intellectuelle, qui était au fond cette petite bourgeoisie libérale, qui aurait ce qu'on appelait libérale à ce moment-là, qui aspirait à la démocratie, à des choses qui a fait une constitution pendant la Géorgie a eu 3 ans d'indépendance, entre 2018 et 2021, et ils ont mis à profit ces 3 ans pour se faire une constitution ultra démocratique, la première d'Europe à donner le droit de vote aux femmes. Mais bon, ensuite tout ça c'était... Oui, c'était pour dire que somme toute, ces ancêtres géorgiens me paraissaient tous, si on s'en tient à leur visage, à tout ça, plus aimables, plus humains, plus touchants que les ancêtres russes, chez qui on sent beaucoup plus la caste, la classe, et le cas échéant le mépris de classe, que la personnalité. Alors que les Géorgiens, je trouve c'était des gens très... Ce qu'on en devine, je les trouve très, très aimables, très charmants. Ils sont en photo dans le Quarto, le volume Quarto. Ils ne sont pas dans Kolkhoz. Enfin, il n'y a pas d'image dans Kolkhoz. Vous n'avez pas voulu. Non. Moi, j'aime pas qu'il y ait dans un livre autre chose que le livre. Je n'aime pas les notes en bas de page. Enfin, dans un livre universitaire, bien sûr, mais dans un... Je veux dire, non, jamais... Il s'est même posé la question d'un arbre généalogique, et j'ai préféré qu'il n'y ait pas d'arbre généalogique. Je me dis, je préfère qu'on s'y perde un peu, c'est pas très grave, plutôt que de... Je sais pas, pour moi, c'est un truc extérieur au texte. Je veux qu'il n'y ait que des phrases, pas de trucs... Enfin, tout ce qui ressemble un petit peu à Wikipédia, je n'en veux pas. Mais une belle table des matières. Ah oui, la table des matières. Oui, parce que comme il y a ces chapitres titrés, à la fin, je suis très content qu'on mette les chapitres... Enfin voilà, qu'il y ait une table des matières qui est effectivement très longue. Elle doit faire 6 ou 7 pages. Oui, c'est 6 ou 7 pages. Mais il y a tout dans l'ordre. Et je me figure... Enfin, moi, disons, si j'étais lecteur d'un livre comme ça, je suis sûr qu'une fois fini, je passerai du temps à regarder la table des matières pour me remémorer ce que je viens de lire. En tout cas, ça vise à rendre ça, à permettre ça. Vous allez dédicacer pour qui voudra dans le hall de la Maison de la Poésie. On a fini sur la table des matières, ça paraissait assez cohérent. N'est-ce pas? On a bouclé. Bravo. Et l'horaire aussi. Merci infiniment. Merci beaucoup Nathalie. Et merci à vous de votre attention studieuse. Merci beaucoup.